C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cette question. Cet enjeu, Trump, un accord ou la guerre, l'heure du choix. Réunion cruciale autour du président américain dans quelques minutes. Conseil des ministres à la Maison-Blanche. Alors que l'Iran exhibe des débris de drones américains détruits. Alors que l'Iran diffuse des images d'un avion F-35 intercepté. Et alors que nous vous en dirons plus dans quelques instants sur la vérité des forces iraniennes qui se précisent chaque jour un peu plus. Le département de la guerre des États-Unis a préparé une liste de cibles restantes. Mais dissimulées ou en mouvement constant, les frappes seraient aujourd'hui plus difficiles à atteindre que toutes les cibles précédentes. Vous verrez pourquoi. Nous y reviendrons. Reconstitution de la puissance iranienne qui dépasse tout ce qu'on a vu ou imaginé auparavant. Le général Yakovlev viendra devant cet écran pour tout vous expliquer, pour tout analyser. Dans cette émission également Poutine. Vladimir Poutine, très forte montée en tension ces dernières heures. Embourbé dans le conflit ukrainien, la crainte qui grandit, qu'il tente ensuite de renverser la situation en étendant le conflit à l'Europe. Sa fuite en avant passera-t-elle par nous, États baltes, îles suédoises ou danoises? Des sources sécuritaires alertent, là encore, comptez sur nous pour vous éclairer. Comptez sur nos équipes sur le terrain également. Nous serons aux États-Unis, nous serons également du côté du Liban et nous serons également en Ukraine. Mais donc d'abord, Trump, un accord ou la guerre, l'heure du choix. Un accord de principe, États-Unis-Iran serait sur la table, c'est ce qu'affirme Téhéran. Regardez. L'accord cadre initial d'Islamabad, qui pourrait marquer un tournant dans le processus de fin de la troisième guerre imposée, est actuellement en cours de révision et le texte est en cours de finalisation. Une question concerne le retrait des forces américaines de la région. D'après une note informelle initiale, les États-Unis ont accepté de prendre un engagement envers la République islamique d'Iran. L'acceptation de cet engagement par les États-Unis, même si sa mise en œuvre est incertaine, est considérée par de nombreux analystes comme un signe du succès militaire et stratégique de l'Iran dans la troisième guerre imposée. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Elisabeth Shepard-Selam. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Tours. Vous êtes spécialiste des questions de défense et de sécurité. Bonjour à vous, colonel Perneuillon. Merci également d'être avec nous. Vous êtes consultant défense et géopolitique LCI. Bonjour Hélène Bonnet. Ravie de vous retrouver, journaliste international LCI. Et dans quelques instants, nous serons rejoints sur ce plateau par le général Yakovlev. Regardez cette image. C'est l'Iran qui publie une vidéo du drone Reaper américain qui aurait été abattu par les gardiens de la Révolution. Ils affirment avoir abattu ce drone et aussi tiré sur d'autres aéronefs qui entraient dans l'espace aérien du pays. Et voilà, c'est dans ce contexte où l'Iran exhibe ses forces que Trump tient une réunion importante, une réunion de cabinet qui devait se tenir à Camp David et finalement qui est relocalisée à la Maison-Blanche où nous retrouvons du coup Sonia Dridi. Merci beaucoup d'être avec nous, correspondante accréditée TF1 LCI à la Maison-Blanche. Sonia, réunion cruciale effectivement autour de Trump compte tenu, allez on va le dire, du bourbier dans lequel il se trouve. Oui, c'est la 12e réunion de cabinet de Donald Trump et en effet, tous les yeux à Washington sont rivés vers la Maison-Blanche pour cette réunion parce qu'on est dans une phase cruciale des négociations, parce qu'on sent que Donald Trump est de plus en plus lassé de cette guerre et déstabilisé par les méthodes des Iraniens. Alors, selon un responsable de l'administration, cette réunion portera sur les succès économiques de l'administration alors qu'on s'approche des élections de mi-mandat, mais aussi sur les derniers développements à l'étranger. Donc on imagine bien que l'Iran sera au cœur de cette réunion. Tous les membres du cabinet sont conviés, même Tulsi Gabbard, qui est la directrice des renseignements américains, qui a annoncé il y a peu sa démission. On imagine aussi que c'est une réunion pour resserrer les rangs, alors qu'il y a de plus en plus de critiques qui émanent au sein du camp républicain sur un possible accord qui serait trop favorable à l'Iran. Alors elle devrait pas tarder à commencer. Cette réunion aura lieu dans la salle de cabinet qui se trouve dans l'aile ouest de la Maison-Blanche que vous pouvez voir derrière moi. Et il y a quelques minutes, on a vu le secrétaire à la Défense Pete Hegseth arriver par cette allée que vous pouvez voir derrière les grilles. Donc les membres du cabinet commencent à arriver pour cette réunion qui est prévue à 17h heure de Paris. Et on va la suivre avec vous. Et grâce à vous, Sonia Dridi. On se retrouve dans un tout petit instant. Colonel, je voudrais qu'on décrypte quand même les images que j'ai montrées en introduction qui passent bien quand même le contexte du rapport de force dans lequel on se trouve. Donc les Iraniens auraient abattu ce drone Reaper. On en a parlé ensemble. Il y a encore quelques heures, ils en ont abattu pas mal. Les sommes sont extravagantes de destruction. Les images, on les regarde ensemble. Vous pouvez nous expliquer ce que l'on voit sur ces images d'interception? Regardez.
D'abord, a priori, les Iraniens en ont détruit 22 depuis le début du conflit, donc ce qui est beaucoup. Mais maintenant, les images sortent. Donc, il y a une communication autour des Reapers, d'autant que, cette communication, elle suit en fait l'attaque qu'ont mené les États-Unis avant-hier sur les 2 vedettes et puis sur la batterie de tir qui était sur la côte. Donc là, les Iraniens répliquent. Donc la réplique, c'est quoi? C'est qu'ils ont filmé en fait un tir, c'est un tir de missile tout simplement en direction du Reaper. Le Reaper est un avion qui a plein de qualités, mais qui a beaucoup de défauts. Entre autres, de voler très lentement, à 300 km à l'heure, ou avoir c'est un avion qui fait en même temps du missile, qui est un outil de combat, mais en même temps un outil de renseignement. Donc il descend relativement bas pour avoir des images plus nettes, que sais-je, etc. Donc c'est un engin qui est accessible avec des batteries anti-aériennes, enfin chose normale. Par contre, ce qui est très embêtant, c'est qu'en fait, comment ça se fait que cet avion, alors une fois de matériaux ultra chers dans une guerre, un peu comme en Ukraine, qui nécessite peut-être de réfléchir à des stratégies de production de matériel moins cher. Un vrai problème en finale, en fait, ça c'est les moyens d'observation des États-Unis. Concrètement, ce sont les yeux de l'armée américaine. Oui. Si vous détruisez vos yeux, vous voyez plus rien. Donc après, pour avoir les objectifs, ça devient plus compliqué. Donc tout ça, ça les pénalise dans une opération potentielle future. Et quand 20% des stocks d'avant-guerre du Pentagone de ce système sans pilote, très difficile par ailleurs à remplacer, a été abattu depuis le début de la guerre, comment ça peut percuter, ça doit percuter le président américain qui doit prendre des décisions là dans une poignée de minutes maintenant? Est-ce que ça doit le rappeler à ses limites, à ses propres limites et aux limites de cette guerre qu'il doit maintenant terminer? Absolument, et c'est ce qu'on est en train de voir depuis plusieurs jours, c'est-à-dire que Donald Trump n'a pas relancé les hostilités, des hostilités majeures contre l'Iran, c'est-à-dire qu'il a privilégié pour l'instant la négociation et on sent qu'il veut arriver à un accord. Il y a la question des stocks, il y a aussi la question de l'image. Il suffit d'une seule de ces images pour les Iraniens pour finalement engranger une sorte de gain, montrer qu'en fait ils arrivent à résister. Donc tout ça pénalise Donald Trump. Je voudrais vous soumettre une autre image, parce que elle aussi, elle vous montre bien le contexte dans lequel on se trouve. Des images d'un F-35 américain. Voilà ce que disent les Iraniens. Que dans la nuit de lundi à mardi, un chasseur furtif américain F-35 qui avait l'intention de violer l'espace aérien du pays, dans le sud du pays plus précisément, a été intercepté. Les Iraniens disent avec succès. Et il aurait ensuite été contraint de fuir la zone. Même question, même analyse, colonel. Que voit-on, que doit-on comprendre ? D'abord, ils l'ont pas tiré. C'est-à-dire qu'ils n'en étaient pas capables. Sinon, ils l'auraient fait sans aucun problème. Donc, en fait, c'est une menace. Simplement, en fait, le radar a détecté l'avion et il a envoyé un message. On dit l'allumer. Vous voyez, c'est un terme un peu technique. Donc, en fait, quand le radar allume l'avion sait que potentiellement, il va rentrer dans le scope potentiel d'un tir anti-aérien. À ce moment-là, évidemment, l'avion fait demi-tour ou quart de tour et il file le plus vite possible. Donc, il n'a pas engagé le combat. Et ça, c'est très embêtant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à ce qu'on a cru depuis le début du conflit, en fait, le ciel n'est pas américain. Le ciel, aujourd'hui, redevient iranien. Même s'ils n'ont pas d'avion, ils n'arrivent pas à y aller. Alors qu'en fait, depuis le début de la guerre, rappelez-vous, le discours officiel, c'était on fait ce qu'on veut au-dessus de l'Iran, le ciel est à nous. Et ça, c'est un autre vrai sujet. Le Reaper, plus le F-35, plus cette espèce de domination technique, fait qu'aujourd'hui, les Américains vont être extrêmement gênés. Et ça doit ralentir la décision de Trump de s'engager davantage. Il va dire, on va avoir des avions au sol et des prisonniers, etc. On va retomber sur la logique du mois dernier. Je ne sais pas si vous vous rappelez que le pilote. Et ça, pour un Américain, pour les États-Unis, pour Trump, c'est impensable, évidemment. Donc même le ciel n'est pas américain, contrairement à ce que longtemps les Américains ont voulu imposer dans les esprits. On a quand même vu dans la première phase qu'il y avait une domination quand même américaine bien sûr. Assez majeure. Mais encore une fois, c'est-à-dire que cette image montre que l'Iran a encore de la ressource. Et en fait, c'est ça le problème pour Donald Trump, c'est que de se dire que effectivement, s'il continue, ça sera en passant par des pertes de matériel, des pertes humaines aussi. Et ça, c'est inacceptable. Sachant que la pression, elle est maintenue à son maximum du côté iranien. On menace de représailles assez régulièrement. Mais là, on apporte la preuve que ils en sont capables. C'est que ce ne sont pas que des menaces en l'air. S'ils veulent toucher, ils y parviennent. Et ils y parviennent. Bon, peut-être pas un F-35, parce que je pense effectivement s'ils arrivaient à le toucher, ils auraient essayé. Donc on n'est pas là. Mais il suffit même d'avoir ces films pour mettre la pression, pour mettre une pression psychologique. C'est aussi très important de comprendre qu'il y a quand même beaucoup d'opposition en interne aux États-Unis, même chez les républicains. Beaucoup de questions aujourd'hui qui sont posées sur le coup, notamment, mais pas seulement. Et donc, il a aussi une pression en interne qui doit, il doit composer avec cette pression externe et cette pression interne, et ça devient très difficile pour lui. Et pourtant, on parle comme jamais, comme rarement, allez, je m'emballe un peu, d'un accord ces dernières heures. On a vu le chef d'état-major de Tsahal, le général Zamir,
dire que le programme nucléaire iranien a été repoussé de plusieurs années en arrière. Le chef du bureau d'Al Jazeera qui parle d'un accord conclu ne resterait que la signature. On a vu des sources israéliennes affirmer à la chaîne Channel 14 qu'une attaque contre l'Iran n'était plus envisagée à ce stade. Alors on s'est dit, ça y est, accord imminent, mais sauf que, Hélène, il y a des informations qui viennent de tomber. La Maison-Blanche dément. Oui, il y a la Maison-Blanche qui qualifie de totale invention un projet d'accord qui était présenté donc à la télévision d'État iranienne. C'est ce qu'on a entendu il y a quelques minutes. Déclaration de la Maison-Blanche donc, qui oppose un démenti. Là, pardon, on a besoin de comprendre. C'est ma minute, je comprends pas, qui est désormais quotidienne. Les signaux sont extrêmement contradictoires. Éclairez-nous. Et on a cette impression tous les jours. Vous vous souvenez d'hier, on parlait de recommencer la protection des bateaux dans le détroit d'Ormuz, qui était suivi par un démenti aussi de la Maison-Blanche. Donc on a beaucoup, ces derniers jours et ces dernières semaines, de messages contradictoires. Je pense que ça pointe... On est dans une négociation très difficile avec deux acteurs, deux côtés, qui ont des demandes qui sont à peu près opposées et que ça va être beaucoup plus compliqué qu'on peut imaginer. Et il y a de la pression à travers des médias sur les acteurs en face. Ce matin, j'avais contact avec un spécialiste du Moyen-Orient. Il rentre du Qatar et il connaît extrêmement bien. Il connaît un très haut niveau, etc. Je ne sais pas si ce niveau-là est dans les discussions. En tout cas, très bien informé. Et il me dit, en fait, c'est quoi aujourd'hui? Les Iraniens, ils savent qu'ils vont signer quelque chose un jour ou l'autre. Le problème, ils décalent le plus longtemps possible. Donc, ils jouent avec ça. Mais ils savent très bien qu'ils vont signer. Et il faut savoir qu'il m'a donné une information qui était incroyable. Il m'a dit, ils envisagent de signer éventuellement après les midterms du mois de novembre. Il dit, on va voir les résultats des midterms. Ça va changer quelque chose. Donc, en fait, on risque d'avoir une période extrêmement étrange dans laquelle il y aurait des allers-retours. On savait qu'on peut avoir un mémorandum. Après, il y a les accords. L'accord va mettre à sombre 2 semaines, voire 2 mois. Donc évidemment, et aujourd'hui, les Iraniens jouent là-dessus. Donc ils vont essayer de tirer ça le plus longtemps possible pour mettre les Américains dans une situation extrêmement délicate. On a quand même 2 élections qui arrivent, septembre et novembre, qui vont être très importantes entre Israël et les États-Unis, qui peuvent changer la donne sur ce type d'accord ou même sur l'accord entre le Liban et Israël. Donc ça va être intéressant de voir effectivement comment ça rentre dans la calcul des Iraniens. En tout cas, tant que l'encre n'a pas touché le papier, il faut rester extrêmement prudent. Pourtant, franchement, on a vu l'accélération ces dernières heures. Multiplication de sources disant que les choses s'accéléraient. Mais là... Il y avait une satisfaction, visiblement, côté iranien, au sujet, notamment, ils se montraient optimistes par rapport au dégel de certains avoirs. C'est ce qu'on ressentait ces dernières heures. Là, il y a cette vidéo qu'on a vue il y a quelques instants qui parlait d'un potentiel engagement américain, même si ça paraît difficile à croire, de quitter la région. Ça, clairement, ça paraît complètement fou que les Américains abandonnent leur base dans les pays du Golfe. Et on se rappelle quand même qu'une des lignes rouges de Donald Trump, c'est le nucléaire. Or, pour l'instant, de ce qui remonte, il n'y a pas d'engagement iranien sur quoi que ce soit. Et donc ça, c'est ce qui explique peut-être que vous avez d'un côté un optimisme iranien à cette heure, et puis la Maison-Blanche qui met le haut là en disant non, c'est pas fait. Alors, en revanche, des choses peuvent-elles se dénouer à la Maison-Blanche, là, dans une poignée de secondes? J'aime bien être à l'heure. Il est, oui, quasiment 17h, à quelques secondes près, et normalement, c'est l'heure du début de ce Conseil des ministres à l'américaine à la Maison-Blanche, qui devait être à Camp David et qui, pour des raisons météo, et oui, a été relocalisé ici, image en direct de cette Maison-Blanche. Sonia, on se retrouve encore une fois. Que se joue-t-il? Qui est là? Qui est arrivé? Peut-être avez-vous vu certaines arrivées. Avec quels enjeux concernant l'Iran? Oui, alors on peut voir les membres du gouvernement arriver par cette allée que vous voyez derrière moi, derrière les grilles. Ils vont entrer dans l'aile ouest de la Maison-Blanche qui se trouve juste derrière moi. Et on a notamment vu le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, le ministre intérimaire de la Justice Todd Blanche. Et normalement, tous les membres du cabinet seront présents, même Tulsi Gabbard, qui est la directrice des renseignements américains, qui a annoncé il y a peu sa démission. Et en effet, c'est une réunion cruciale qui au départ n'était pas annoncée dans le programme de la semaine. Elle a été ajoutée à la dernière minute. Vous l'avez dit, elle devait au départ se dérouler à Camp David, ce qui avait
vraiment étonné beaucoup de gens ici à Washington, parce que Donald Trump qui est allé qu'une fois pendant son second mandat, beaucoup se demandaient pourquoi Camp David. Et selon un responsable de l'administration, les sujets économiques seront largement abordés, les succès même, je cite, de cette administration alors que l'on s'approche des élections de mi-mandat. Et évidemment, on sait que l'Iran sera également au cœur de cette réunion, alors qu'il y a de plus en plus de critiques qui émanent du camp même des républicains. Certains craignent que cet accord qui est en train d'être négocié soit favorable à l'Iran, trop favorable à l'Iran. Il y a aussi, on le sent, beaucoup d'impatience du côté de Donald Trump, de lassitude. On le sent aussi presque embarrassé de ces négociations qui patinent, lui qui se targue d'être un négociateur hors pair. Alors on peut s'attendre, comme à chaque réunion de cabinet, à beaucoup de flatteries. D'ailleurs, le New York Times, dans un article, a dit avoir revu plus d'une dizaine d'heures de vidéos de réunions de cabinet et que le New York Times a dit avoir détecté qu'une phrase sur 6 au moins était de la flatterie envers le président américain ou une critique adressée aux opposants, aux démocrates. Et on devrait avoir aussi des questions de journalistes, que le petit pool de journalistes américains qui le suit sera présent. Donc il y aura sur beaucoup de questions, on s'attend, sur l'Iran. Alors on suivra ça avec beaucoup de précision, comme toujours avec vous, Sonia Dridi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve un peu plus tard pour refaire le point sur ce Conseil des ministres à la Maison-Blanche autour de Donald Trump. Je sais que c'est un peu de la géopolitique fiction, mais on peut quand même se poser la question. Si aujourd'hui il décidait que entre accord et frappe, c'était les frappes, ça pourrait aller très vite. Il peut le décider vite et le mettre en action très rapidement. Oui, indéniablement, je pense que c'est à la minute de la seconde. Je pense que les Américains sont prêts depuis des semaines. Ça, c'est les militaires. Hein, ils sont aux ordres. La planification s'est mise en route. On voit les matériels arriver depuis des semaines et des semaines. Je pense que les stocks, ils ont rempli les stocks. Ils ont fait venir tout ce qu'il fallait, les Tomahawks, les Patriots, etc. Ils sont prêts. Maintenant, il faut l'ordre et les options. Je pense que ce genre de réunion amènera peut-être le président à donner des informations à son gouvernement. Concrètement, les options ont été levées. Donc, s'il décide, il y a plus de bouton et ça marche tout seul. Vous avez cassé, Elisabeth. Ah oui, tout à fait. On a vu beaucoup. Moi, je pense à Ben Gurion, par exemple, le nombre de cassés 135, les ravitailleurs, aussi à Eilat, le nombre de militaires américains, même les exercices qu'ils font encore pour être prêts. Les militaires sont prêts. Maintenant, on sent que Donald Trump ne veut pas forcément en arriver là. L'hésitation politique est là. Mais les militaires font leur boulot, ils préparent quelque chose. Et quand le président aurait décidé, je pense que le monde le saura. Depuis plusieurs heures maintenant, vous êtes tous assez d'accord pour dire qu'il pourrait quand même suffire d'une étincelle qui s'appelle le Liban pour que tout reparte assez rapidement. Regardez ces images. Alors qu'Israël vient d'ordonner l'évacuation de plusieurs villages dans le sud du Liban, on en parlait dès hier, et si tout pouvait s'enflammer à nouveau en raison de cette situation, 31 morts dans des frappes de l'armée israélienne qui étend ses opérations terrestres sur place, qui promet encore de les intensifier. Autre image de frappe à Marjayoun, et pardonnez-moi si j'écorche le nom, au Liban, c'était ce matin. Et maintenant, direction Tyr. Israël vient de publier un ordre d'évacuation. Thomas Misraki est sur place. Sur les dernières 24 heures, Israël affirme avoir visé 150 cibles liées au Hezbollah au sud Liban. 7 maisons en fait partie ici. 14 personnes ont été tuées, parmi lesquelles 6 enfants. Israël qui renforce donc ses opérations militaires, que ce soit à terre en franchissant vers le nord la ligne jaune, mais aussi dans les airs avec des bombardements plus intenses ici au sud Liban, mais aussi dans l'est du pays. L'objectif de Benyamin Netanyahou est d'éradiquer le Hezbollah. Le Premier ministre israélien affirme avoir éliminé 2500 de ses membres depuis le début de la guerre, dont 700 depuis le début du cessez-le-feu. De son côté, le Hezbollah ne veut pas déposer les armes, affirme vouloir continuer à se battre et refuse toujours toute négociation entre le Liban et Israël. Voilà, merci beaucoup Thomas Misraki sur place. Et on le disait encore une fois dès hier, l'Iran menace de répondre si la situation s'intensifie effectivement du côté du Liban. L'étincelle qui peut faire repartir le conflit à tout moment, Hélène ? Moi, je suis quand même assez partagée parce que Donald Trump perdrait tout s'il se laissait entraîner et si ça donnait cette impression-là, à nouveau, par Israël, dans une forme d'escalade. Ça lui a déjà été reproché par son opinion publique, par la presse, par un certain nombre de politiques, d'avoir
c'est le récit que faisait le New York Times, d'avoir déclenché l'opération parce que Benyamin Netanyahou, le 28 février, l'en a convaincu. Donc là, s'il n'arrivait pas à retenir Israël à un moment donné, à stopper les opérations et s'il se laissait engager à nouveau dans des hostilités, je pense que ce serait très coûteux politiquement pour lui. Par ailleurs, juste avant, on voyait des images de la Maison-Blanche. Vous savez, il y a des préparatifs de fête qui se font. Enfin, le timing, il est quand même extrêmement mauvais pour Donald Trump. Donc, on va voir, on peut jamais présager, mais je pense qu'il n'a absolument pas intérêt à ce que ça dégénère. Et Elisabeth, je vous vois lever le stylo. Elisabeth, est-ce que Benyamin Netanyahou pourrait s'affranchir de Donald Trump? Ce qu'on entend beaucoup en Israël, c'est justement cette mainmise de Donald Trump, avec beaucoup de critiques, parce qu'on est dans une année électorale, donc certaines, même de sa propre coalition, critiquent Netanyahou, mais Donald Trump a été assez clair sur ne pas frapper Beyrouth. Bon, ses instructions étaient assez... Ne pas frapper des grands bâtiments à Beyrouth, c'était des instructions un peu à la Donald Trump, mais on a l'impression que, en tout cas, par rapport aux limites qu'a donné Donald Trump, il tentent de le respecter parce qu'ils savent très bien ce que ça peut engendrer chez leur allié principal, et c'est quand même important politiquement pour Netanyahou de rester un peu dans les bonnes grâces de Donald Trump. Ceci étant dit, on est quand même dans une guerre. On rappelle quand même que le Hezbollah frappe aussi le nord d'Israël, notamment avec ses drones philo-guidés qu'on commence à voir de plus en plus sur le front, avec des militaires israéliens qui ont été tués ces derniers jours. Donc on sait que dans une guerre comme ça, il peut avoir quelque chose qui échappe aussi aux politiques et qui arrive sur un front. Et ça, on peut pas l'éliminer de l'équation. Dans une guerre, on peut avoir un mouvement sur le front qui enflamme sans que ça soit volontaire. Mais à cette heure, Benyamin Netanyahou, il ne donne pas l'impression du tout de ralentir. Autant le cessez-le-feu Iran-États-Unis, on a vu quand même le clair ralentissement sur l'état des frappes et l'envoi de missiles balistiques ou non. Là, les frappes, elles sont très claires. Le bilan humain, il est très net également tous les jours. En fait, c'est une guerre dans la guerre. Et l'intérêt de Netanyahou, c'est de rester à un niveau le plus bas possible. Alors, 30 morts, c'est énorme. Mais je pense il est dans une logique Gaza. En fait, il va pas reculer parce qu'il veut réduire le problème. Puis une fois qu'il a réduit son armée, même s'il n'y a plus qu'une brigade, mais quand même, il veut réduire cette question-là. Et il sait très bien que, en fait, Trump ne peut pas l'empêcher totalement. Parce que Israël reste une carte à jouer. Supposons 30 secondes que Trump relance les opérations contre l'Iran. Il a absolument besoin d'avoir Israël. Donc à l'heure où on parle, on voit bien que Israël a une marge de manœuvre. Ils peuvent jouer. Il y a une espèce de petits slots de tir, comme on dit. Ils peuvent jouer parce que je pense que Trump aujourd'hui n'a pas mis en place de feu rouge. Aujourd'hui, c'est un feu orange. Et je pense qu'aujourd'hui, les Israéliens l'utilisent largement. Alors, puisque vous utilisez les couleurs, moi je vais citer la ligne jaune qu'a auto-établi Benyamin Netanyahou, c'était en avril, c'est ça? Une zone du sud Liban. Mais on peut malgré tout envisager qu'il la passe, cette ligne, non pas, enfin rouge pour certains, jaune selon ces termes, une invasion terrestre même? Oui, c'est s'il estime qu'il faut aller au-delà et que ça fait partie de la nécessité pour réduire le Hezbollah à néant, oui, effectivement, je pense qu'il n'y aura pas d'hésitation de ce point de vue-là, sauf si, encore une fois, à un moment, Donald Trump dit stop. Alors, une image surréaliste à vous soumettre. Regardez cette image. Nous sommes en plein mariage en Iran. Nous sommes au 20e jour de la guerre. Ces images viennent seulement d'être publiées pour la première fois. Elles montrent les défenses aériennes iraniennes abattant un avion de chasse américain. Image capturée, je le rappelle, lors d'un mariage. Il s'agit probablement d'un F-35 abattu par l'Iran. Symbole de cet Iran qui défie tous les pronostics, qui a défié tous les délais, comme le disent certains responsables américains. Nous en parlons notamment avec le général Yakovlev. Je vous en prie, faites votre entrée sur ce plateau. Ancien vice-chef d'état-major du Shaib, c'est l'OTAN. Merci, soyez le bienvenu. Je suis ravie de vous retrouver, général. Alors, je vous emmènerai dans quelques instants devant mon écran géant pour tout expliquer à nos téléspectateurs. Vous verrez que même si Donald Trump décide, là, dans les prochaines minutes, par exemple, de frapper, il y a des sites si enfouis désormais en Iran que les chances de les détruire sont quasi nulles. Alors, avantage Iran, je vous poserai la question. Et puis, autre dossier, mais il est tellement important. Et le vent est-il en train de tourner pour Poutine? Les coups durs se multiplient pour les Russes. Les coups d'éclat s'enchaînent pour les Ukrainiens. On vous montrera les radars détruits, un nouveau drone d'attaque secret qui touche la logistique russe en profondeur. Toujours plus d'images à suivre. Et cette question à la clé, dans sa fuite en avant, Poutine va-t-il nous frapper? C'est ce que craignent certains responsables. On reviendra sur ces alertes dans un instant. On vous dit donc à tout de suite. Vous
Vous êtes bien devant le grand dossier avec toujours cette question, cet enjeu, Trump, un accord ou la guerre, l'heure du choix. Je vais en parler avec mes invités. Et là tout de suite, c'est l'heure de l'essentiel de l'actualité. Nouveau record battu, que dis-je ? Plus de 200 nouveaux records de chaleur battus en France à 16h, jusqu'à 38 degrés par exemple dans les Deux-Sèvres. Et non seulement ce n'est pas fini, mais la vigilance continue de s'étendre. 4 nouveaux départements basculent en vigilance orange canicule. Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Il fera encore plus chaud demain. Nicolas Sarkozy et ses avocats jettent leur dernière force en ce moment dans le procès devant la Cour d'appel de Paris sur les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Dernier jour de plaidoirie de la défense aujourd'hui. Elle dénonce un roman grotesque de l'accusation. Délibéré le 30 novembre, en première instance, Nicolas Sarkozy avait été condamné à 5 ans de prison ferme. Les suites du scandale des violences sexuelles dans le périscolaire, le ministre de l'Éducation nationale annonce la création d'une liste noire des personnels ayant eu des comportements inappropriés avec des enfants à l'école. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Nous reprenons donc le fil de ce grand dossier avec cet enjeu Trump, un accord ou la guerre, l'heure du choix, alors que Donald Trump convoque en ce moment même un conseil des ministres à la Maison-Blanche. On y retrouvera Sonia Dridi dans quelques instants à nouveau. Mais là, je suis toujours, et j'en suis ravie, avec Elisabeth Shepard-Selam, avec Hélène Bonnet, avec le colonel Per de Jong. Et donc, merci beaucoup, Général, d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Vous êtes ancien vice-chef d'état-major du CHEP, c'est donc l'OTAN. La vérité sur les forces iraniennes maintenant. La vérité sur les forces iraniennes. Si le président Donald Trump, qui tient cette réunion en ce moment, décidait de frapper, oui, une liste des cibles restante en Iran est sur la table. Mais info de NBC News, elle serait encore plus difficile à atteindre que les cibles précédentes parce qu'elles sont dissimulées, parce qu'elles sont en mouvement constant. Alors des cibles plus compliquées pour Trump, voire une guerre impossible, une puissance iranienne potentiellement au-delà de tout ce qui avait été imaginé en termes de reconstitution auparavant. Le général Yakovlev va m'accompagner au tableau, je le disais. N'ayez pas peur, ça va bien se passer, vous avez l'habitude quand même. Oui, mais quand j'étais en terminale, je réussissais pas souvent mes interros, donc faut que ça change. Allez, aujourd'hui, la chance va tourner, oui. Ça va changer pour vous. Pourquoi les dernières cibles militaires identifiées par l'armée américaine sont-elles aujourd'hui plus compliquées à détruire, général ? Pour une raison simple, c'est que ils ont traité, alors j'ai entendu des chiffres, 15 000, 18 000, 22 000 cibles avec les Israéliens. Forcément, ils ont traité les cibles les plus juteuses au début. Au début, vous envoyez ce qui fera le plus mal, ce qui est le plus facile à atteindre, et voilà. Ce qui fait que plus vous frappez, plus vous rentrez dans la loi des rendements décroissants. Plus vous avez du mal à frapper des cibles, et moins la frappe a d'effet sur le système iranien. Ou alors ça voudrait dire qu'ils ont gardé le meilleur pour la fin, ce qui est débile comme concept quand on fait un plan de frappe. Donc par définition, et ça me permet de revenir sur les Israéliens qui disent « on aurait dû nous laisser finir le boulot ». Ça, c'est de la roupie de Sansonnet comme argument. Ça veut dire qu'ils se sont privés d'attaquer des cibles que maintenant ils avaient besoin d'attaquer après 60 jours de frappe. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont tous les deux cherché à frapper pour faire le plus mal. Ce qui reste maintenant, c'est la catégorie C, D, E de cibles. C'est pas les cibles juteuses. Alors, qu'est-ce qu'on entend derrière ces lettres ? Quel type de catégorie, du coup, concrètement, ça représente quoi ? C'est pour ça que Trump a parlé à un moment, et il va peut-être en reparler, de détruire les ponts, l'infrastructure pétrolière et tout, parce que ça fera très mal, et ça vous sait. Et en soi, un pont ne se défend pas. Il faut le défendre, si vous voulez. Donc, s'ils cherchent des cibles militaires, ils ont en gros éclusé le catalogue. Et maintenant, ils n'ont plus que des cibles qui n'étaient pas accessibles au début, sinon ils les auraient déjà frappées. Donc, il n'y a pas de raison qu'elles soient plus accessibles maintenant. Et donc, ces capacités militaires, l'Iran en a sauvegardé l'essentiel. L'essentiel, malgré ce qu'ont dit les Israéliens et les Américains, qui se sont vantés, la main sur le cœur, on a détruit 70% et tout. Et les gars comme le colonel Per de Jong ou moi, on était plutôt sceptiques en disant s'ils le disent, on est content pour eux, mais on a quand même un doute, vous voyez. Et il y a cette capacité de reconstitution. Je m'appuie sur les images qui sont juste derrière vous. Oui. Les images qu'on a sorties il y a quelques minutes de Yazd, ce site où on voit des travaux de reconstruction, où les tunnels seraient refaits, débouchés, etc. Vous êtes surpris vous-même par cette capacité à reconstruire, à cette résilience sur le terrain des Iraniens ?
Mais c'est bizarre que les Américains ne se soient pas dit que ces gars continueraient à travailler et à réparer. L'Allemagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été bombardée massivement. 8,5 millions de tonnes de bombes ont été déversées sur l'Allemagne. Ils ont continué à produire des chars. Ils ont réparé. Vous tapez dans une termitière, les termites vont refaire les trucs. Elles vont pas s'arrêter. Donc là, croire que les Iraniens frappés se diraient « Ah bon, c'est fini alors » et qu'ils rentreraient à la maison, il fallait s'appeler Netanyahou pour croire ça, ou Trump. Et donc le résultat, c'est 70% de l'arsenal des missiles d'avant-guerre qui serait conservé du côté des Iraniens. Oui, et on focalise toujours sur les missiles. Moi, je focalise sur les drones. Parce que le drone, c'est vraiment l'arme à pas cher. Les missiles, beaucoup ont été interceptés. Les drones, c'est plus compliqué. Quand on voit ce que tiraient les Iraniens peu avant que ça ne s'arrête, qu'il y ait cessé le feu, ils tiraient entre 70 et 100 objets par nuit. Et il y avait 30 missiles et 70 drones, par exemple. Et je pense que la plupart des impacts dans le Golfe Persique, ce sont des drones. Donc on focalise trop sur les missiles, de mon point de vue. Merci beaucoup, Général Yakovlev. J'ai raté l'interro. Non, c'était parfait. Justement, ça y est, vous pouvez oublier le petit garçon qui n'arrivait pas à faire ses exposés en maths quand il était petit. Merci beaucoup, Général. Alors, par la télé. J'espère que vos parents ou votre famille regardent. Voilà. Alors pourtant, le CENTCOM assure à CNN que les capacités de l'Iran sont désormais vulnérables. C'est faux. Ou alors, en fait, ça peut être vrai, mais largement insuffisant. Est-ce que c'est un échec acté, quoi que décide Donald Trump? Je pense que entre ce que dit le CENTCOM et la réalité, il y a un entre-deux. Je pense qu'effectivement, avec toutes les frappes qu'ils ont fait, moi je rejoins un peu ce que disait le général. Je pense qu'ils n'ont pas écouté assez leurs renseignements. Et on le sent aux États-Unis. S'il y a des fuites, c'est souvent des renseignements qui n'ont pas été assez écoutés. En Israël, David Barnea a déjà dit que Netanyahou ne l'avait pas écouté et que c'était un problème. Donc je pense qu'il y a un entre-deux. De toute façon, même s'ils sont touchés, ils gardent cette capacité de nuisance. Je rejoins cette question de drones. Si les missiles peut-être étaient plus détruits, les drones restent un véritable problème. Ils n'ont pas besoin de missiles à longue portée ou à moyenne portée pour être une nuisance pour les pays voisins, pour les pays du Golfe, pour Israël ou pour les navires dans le détroit d'Ormuz et dans le Golfe Persique. Donc ils n'ont pas besoin de gros moyens en réalité pour rester un problème. On le voit, même la pression psychologique, par exemple sur les mines, reste un véritable problème sans qu'il y a beaucoup de technologie ni beaucoup de moyens derrière. Je voudrais qu'on revoie quand même ces images qui sont pour nous la dernière preuve visuelle de cette capacité des Iraniens à construire tout ce qui est détruit. Encore une fois, maintenance, restauration en cours à la base de missiles de Yazd, dont vous en a beaucoup parlé de cette base dans le centre de l'Iran. Les entrées des tunnels sont en train d'être rouvertes, les débris. Les éboulements ont été dégagés, des lanceurs de missiles auraient été, ainsi que d'autres équipements, redéployés, alors que la base se prépare à restaurer, et c'est ce que l'on lit, une pleine capacité opérationnelle en vue d'une nouvelle confrontation. Pardon, mais Trump, c'est Sisyphe. Okay. Ouais. Il pousse le rocher en haut de la montagne, qui redescend, et à l'infini, il doit recommencer encore et encore. Alors, il y a c'est une caractéristique, c'est une montagne de granit qui fait 140 km², il y a 35 grottes à l'intérieur, et en fait, c'est totalement référencé, c'est un grand centre de, de prière zoroastrien, comme on dit, donc il y a des pèlerinages réguliers, donc c'est archi connu, et tout le monde sait que ces grottes sont extrêmement profondes, donc il y a 35 grottes, donc 35 entrées. Donc ça, c'est référencé. Ce qui s'est passé, c'est que les Américains ont tiré sur le pourtour. Faut savoir que le granit, on peut pas le toucher, ça sert à rien de le bombarder. Donc encore une fois, ça paraît évident, si vous voulez, que le dit le général fort justement, que les termites iraniennes, elles s'y remettent et puis voilà, elles y retournent. Maintenant, il y a un point très important, c'est l'IA. Vous savez que cette guerre a été organisée par l'IA. Le ciblage a été organisé par l'IA. C'est-à-dire quand on dit il reste 435 cibles à tirer, ça sort d'où? C'est un ordinateur qui a sorti ce chiffre-là. C'est pas du tout l'armée américaine. Donc l'armée américaine, c'est la première guerre qui était gérée par l'IA. Et ça, c'est le vrai problème qu'ont les Américains aussi aujourd'hui, c'est que je suis intimement convaincu que la décision, elle va pas aussi vite qu'on croit. Il y a tellement d'objectifs, il y a tellement de moyens sur le terrain, c'est qu'en fait l'humain globalement a perdu une partie de sa prérogative. Et je pense que c'est les machines aujourd'hui qui mettent en place le ciblage. Et c'est un vrai sujet, ça, je peux vous dire. Et c'est vraiment quelque chose qui, depuis le début, me plaît beaucoup dans cette guerre, qui par ailleurs m'attriste profondément. Mais ça me fait vraiment plaisir de me dire que
l'IA ne gagne pas la guerre. L'IA fait des bons plans de frappe, alors là, après, ils peuvent se vanter, mais c'est pas l'IA qui vous fera gagner la guerre. Si vous ne savez pas pourquoi vous la faites, vous aurez du mal à la gagner. Voilà. Donc, l'homme a encore des chances devant lui. C'est Trump qui l'a démontré. Le génie guerrier. Oui. Petite archive, on était fin mars quand Donald Trump comptait le nombre de cibles et s'assurait que tout ça pourrait être détruit à nouveau très rapidement. Il nous reste encore 3554 cibles à atteindre, ce qui sera fait assez rapidement. Et ensuite, vous savez, à un moment donné, il faudra qu'on décide de la suite. Mais ils n'ont jamais rien vu de tel. Alors, j'avais une question, mais honnêtement, pourquoi vous avez tous eu l'air si accablés en regardant cette archive de mars? Parce que Donald Trump a toujours un usage des chiffres. On ne sait jamais d'où il les sort et on se demande toujours s'il les invente pour communiquer. Mais effectivement, il avait sorti que plus de 90% des capacités de missiles étaient détruites. C'est démenti dans la presse américaine par tout un tas de sources du renseignement qui, évidemment, communiquent peut-être justement pour remettre un peu d'ordre et puis peut-être par opposition aussi à Donald Trump et aux décisions qu'il a prises. Donc voilà, et on avait entendu également par des sources du renseignement que les Américains n'avaient pas tapé en profondeur, déjà parce qu'ils ont aussi un manque de munitions pour pouvoir rentrer dans ces bunkers souterrains et qu'ils avaient choisi d'effondrer les entrées, etc. Donc tout ce qui peut se trouver en dessous, à partir du moment où les Iraniens ont eu ce cessez-le-feu et du temps, eh bien évidemment ils l'ont utilisé pour essayer de dégager tout ça. Et on en découvre chaque jour un peu plus, voire chaque heure, sur cette force iranienne. Et je vais vous montrer une image que nous on a trouvée assez symbolique, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. On l'a un peu défloré tout à l'heure, mais regardez, c'est surréaliste. C'est un mariage. C'est un mariage. Nous sommes au 20e jour de la guerre. Ces images, elles viennent seulement de nous parvenir, d'être publiées. Et elles montrent les défenses aériennes iraniennes abattre un avion de chasse américain. Encore une fois, image capturée lors d'un mariage. Il s'agit probablement du F-15 qui a été abattu par l'Iran. Ce symbole, général, c'est quoi? C'est le symbole de cet Iran qui défie tous les pronostics, qui ont défié tous les délais, comme le dit encore ces dernières heures un responsable américain, qui défie tout ce que vous avez pu imaginer, vous? Oui, alors là, en l'occurrence, les Américains et les Israéliens ont fait énormément de survols de l'Iran et ont perdu très peu d'aéronefs. Alors on est impressionné par le chiffre, ils en auraient perdu 40, pas tous dans le ciel iranien. Dans le ciel iranien, a priori 2 avions pilotés, plus quelques drones. Si c'est ça leur seule perte, c'est sans commune mesure avec les guerres précédentes, y compris contre l'Irak. Donc, faut pas dramatiser. Là, les Iraniens sont très contents, mais là, ils étaient contents pour leur mariage. Il s'avère qu'ils captent cette image. C'est une sacrée fête. Alors, oui, ils sont quand même contents que les débris soient pas tombés de leur côté, soit dit en passant. Mais par exemple, les Israéliens, dans la guerre des 6 jours, qui a été une bataille aérienne extraordinaire, ont perdu beaucoup plus d'avions que les Américains dans cette campagne de 60 jours. Donc, oui, ils ont perdu des avions, franchement. Perdre, je crois, 2 avions en territoire ennemi, je parle pas des frappes ailleurs, et voilà. Perdre 2 avions et je sais plus combien, 4 ou 6 drones, ça va quoi. Mais quand on voit les responsables américains dire que vraiment les Iraniens, au-delà de cette image alors, les Iraniens se reconstituent en une capacité de résilience bien au-delà de tout ce qui avait été envisagé dans la rapidité notamment d'exécution, vous êtes d'accord? Est-ce que vous-même, par exemple, vous êtes surpris? Vous dites, moi, j'avais pas imaginé que les Iraniens puissent avoir une telle force? Alors, moi, j'avais pas étudié assez les Iraniens pour avoir des certitudes. Je compte sur les experts pour ça. Ce dont je suis convaincu, c'est que les experts américains l'ont dit et que les généraux américains ont dit à Trump, il n'y a pas de solution militaire. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Et donc je suis convaincu que... Alors, avait-il prévu la remontée de tout ça, etc. J'en sais rien. Mais je suis convaincu que leurs gens du renseignement, s'ils ont été honnêtes, n'ont pas dit le système va s'arrêter, le système va s'effondrer, ils vont arrêter, ils vont pas réparer leur truc, ils vont pas chercher à reconstituer leurs missiles, parce que ça serait le seul pays à qui ça serait arrivé. L'Ukraine a créé une capacité guerrière sous les bombes. L'Allemagne l'a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Anglais en 40. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi les Iraniens seraient les seuls et les premiers dans l'histoire à prendre des frappes et à décider que c'est fini?
Alors on reprend la direction de la Maison-Blanche pour retrouver Sonia Dridi, puisque vous le savez, ce qui se joue en ce moment à la Maison-Blanche, c'est une réunion du cabinet, c'est comme un conseil des ministres, voilà, en France, mais à la Maison-Blanche. Sonia Dridi, est-ce que cette réunion autour du président américain a commencé et qu'est-ce que l'on en sait ? Alors, elle devrait commencer d'ici quelques minutes parce qu'on vient d'apprendre que les journalistes du pool qui suivent donc le président américain étaient appelés à se rassembler. Ils vont se diriger dans cette réunion du cabinet, dans cette salle de cabinet qui est adjacente au bureau ovale, donc qui se trouve dans l'aile ouest que vous pouvez voir derrière moi, le Marinella. Donc, le président Trump est désormais dans cette salle de cabinet et on imagine évidemment que l'Iran va être central dans cette réunion de cabinet, alors qu'il y a de plus en plus de critiques qui émanent du camp républicain. Certains craignent un accord qui serait trop favorable à l'Iran et les journalistes vont très certainement poser des questions à ce sujet après les allers-retours qu'on a observés ces derniers jours dans les négociations et un Donald Trump qui semble toujours plus frustré face aux négociateurs iraniens. Et puis évidemment l'économie aussi sera centrale dans cette réunion alors que les élections de mi-mandat approchent et qu'on sent une gronde au sein de la population américaine, au sein même du camp républicain, alors qu'il y a une inflation forte et que les prix de l'essence ont augmenté fortement depuis le début de la guerre. Merci infiniment Sonia. Donc on va guetter les déclarations de Donald Trump sur l'Iran. Allez-y, général. Oui, juste sur les déclarations de Trump. Alors, je suis pas sur Truth Social, voilà, mais je suis convaincu. Il semblerait qu'il parle toutes les nuits et toute la nuit, et qu'il en fait 52 l'un après l'autre. Les Iraniens, potasse, ça. Il compte ses heures de sommeil et sa frustration. Il donne ouvertement tous les signaux de sa frustration. Les Iraniens savent ils le lisent. Donc, ça leur donne un immense avantage dans les négociations. Quand le gars d'en face est un livre ouvert, ça aide. Alors, on va bien sûr suivre ces déclarations depuis la Maison-Blanche. Je voudrais maintenant vous proposer des images qui sont assez fortes. Les images de frappe sur Odessa, oui. On change de front, mais quelle intensité à nouveau entre la Russie et l'Ukraine. Regardez ces images, la puissance des frappes. Je n'ai pas le bilan à vous communiquer. On imagine qu'il est important. Voilà aussi cette réalité. Faut-il là aussi craindre une attaque dans les prochaines heures massive cette fois? Attaque de Poutine, oui, parce que hier, nos informations nous faisaient état de frappes sur des centres majeurs dans les 48 prochaines heures sur la capitale. Il en reste donc 24 maintenant. Que faut-il redouter? Jusqu'où Poutine ira-t-il dans sa fuite en avant? Lui qui n'avance plus sur le front. Sa fuite en avant, vous allez voir dans quelques instants, elle peut peut-être passer par nous. Mais d'abord, direction Kiev, on retrouve Gwendoline de Bono. Gwendoline, quelle menace plane sur l'Ukraine, sur Kiev, la capitale précisément en ce moment? Oui, la capitale ukrainienne s'attend à d'autres frappes d'ampleur après les bombardements massifs du week-end dernier. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a demandé aux ressortissants étrangers et aux diplomates étrangers de quitter Kiev, la capitale. Alors, pour ce que l'on sait pour l'instant, les ambassades n'ont évacué personne. Très honnêtement, les menaces de Moscou, même si elles sont réelles, n'ont pas grand effet ici. Pour faire court, Kiev sait qu'il y aura d'autres attaques d'ampleur, qu'elles vont arriver peut-être ce soir, peut-être demain. Les familles savent qu'elles vont devoir redescendre dans le métro. D'autres resteront chez elles quand il y aura des alertes. Mais ce qu'on voit quand on marche dans la ville, par exemple, c'est que les commerces sont ouverts, c'est que personne ne se barricade. Nous avons passé la frontière pour rentrer en Ukraine il y a 24 heures et vous ne voyez personne en sens inverse quitter le pays, bien au contraire. Donc pour l'instant, Moscou annonce qu'elle va intensifier sa campagne et c'est sans doute ce qui va se passer, mais ça n'a pas d'effet réel sur la vie quotidienne ici. Merci beaucoup Gwendoline de Bono depuis Kiev. Des échos se multiplient pour dire en difficulté, Poutine en devient plus dangereux. Et d'ailleurs, il pourrait s'en prendre à nous, on va le voir dans quelques instants. Pourquoi dit-on et martèle-t-on qu'il est en difficulté? On va faire le point, colonel, sur les derniers coups d'éclat de l'Ukraine et donc les derniers coups durs pour Poutine. Colonel, Kiev vient d'abattre un radar russe
Kiev vient d'abattre un radar russe présenté comme étant l'un des cerveaux, je cite, de la défense aérienne. Expliquez-nous. Alors en fait, il y a une brigade qui s'appelle la 15e brigade de reconnaissance qui cherche en permanence des objectifs, parce que les drones se mettent à voler, il y a des caméras, on les repère, et ils ont repéré cet engin qui est sur camion, ce qui veut dire que c'est pas un engin qui était, c'est pas un objectif qui avait été préparé. C'était le hasard. Je veux dire qu'il volait, il a trouvé cet engin, en fait, qui est un radar extrêmement important, on le verra tout à l'heure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dirigé le drone sur l'objectif, et ils l'ont détruit. Quelle était la caractéristique de cet objectif? En fait, c'est un camion, c'est un radar extrêmement important parce que c'est un radar qui concerne tout ce qui est batterie anti-aérienne. Donc en fait, tout le système S-300, S-400, des missiles destinés à tuer ou à détruire les F-15 américains, voilà derrière nous. Donc vous avez un système dans lequel qui fait en même temps, si vous voulez, qui voit la trajectoire de l'avion, qui est en même temps capable de le suivre et en même temps capable de donner de l'information, aux batteries de tir aux missiles. Donc c'est un engin qui est extrêmement important et c'est vrai que c'est le hasard de cette guerre asymétrique. Vous avez un drone, alors c'est le drone important parce que pour tirer pour aller aussi loin que ça, aussi longtemps et finir par le trouver, ça vole un certain temps, mais le rapport qualité-prix est incroyable. C'est un rapport de 1 à 100. Ce genre d'appareil, ce genre de radar est extrêmement important, extrêmement précieux pour une armée et c'est une perte sèche pour les Russes qui sont sur le front dans le domaine, si vous voulez, de la lutte anti-aérienne. Et puis une brigade a déclaré avoir testé un nouveau drone d'attaque secret, une brigade ukrainienne, qui, selon elle, a permis de détruire des dizaines de camions et de camions-citernes en profondeur derrière les lignes russes. Alors là, on est vraiment dans la communication des Ukrainiens, où là, ils démontrent à l'évidence ce qu'ils savent faire. Ils dominent totalement l'arme du drone, qui est une nouvelle arme qu'on maîtrise depuis quelques années. En fait, c'est les seuls à maîtriser réellement ce genre d'arme. Donc en fait, ils mènent des opérations qui disent secrètes, avec un drone qui est secret, donc on ne connaît pas sa qualité. Ceci étant dit, on sait ça va très loin. Ils sont capables de toucher, si vous voulez, des objectifs mobiles sur sur une ligne logistique extrêmement importante, une route qui part de Russie, qui transite, si vous voulez, le long de la mer d'Azov. Voilà, vous avez Mariupol, Melitopol, et vous descendez jusqu'en Crimée. Donc cette route logistique aujourd'hui est attaquée par des drones massivement. C'est pas un seul drone. Il y a plusieurs dizaines de drones, ce qui fait qu'aujourd'hui les Russes ne peuvent pas aller sur cet objectif, sur cette route qui est la R280, qui est extrêmement importante. La logistique, c'est la guerre. Donc encore une fois, ils peuvent pas y aller. C'est vraiment un empêchement majeur pour les Russes à l'heure où on parle. Et c'est pas tout, parce qu'il y a un autre exploit qui a été revendiqué par les Ukrainiens, une frappe avec un simple drone classique qu'on dit courte distance, à plus de 100 km de sa cible. Alors là encore, expliquez-nous, ça pourrait changer pas mal de choses sur le champ de bataille. Alors imaginons, parce que ça vaut rien du tout. C'est un drone, les drones qu'on connaît, avec quatre moteurs, 4 petits hélicoptères pour faire court, ça vole. Le problème, c'est à 102 km, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut mettre une batterie qui permette à l'engin d'aller jusque-là. Premier point. Le deuxième point, il faut qu'il y ait une image, parce que vous avez un opérateur avec un petit écran qui va diriger, ce drone en direction de la cible. Donc il faut une communication qui soit une bonne communication. Et le troisième point, c'est c'est pas philo-guidé, parce qu'on peut, avec le fil, on peut empêcher le brouillage. Là, c'est pas philo-guidé. Donc le problème, c'est qu'ils ont une technique aujourd'hui qui permet d'éviter le brouillage sans avoir le fil qui les retient vers l'arrière. Donc encore une fois, visiblement, les Ukrainiens, sont à la pointe, si vous voulez, de la guerre technologique, la guerre des drones. Et une fois de plus, ils le démontrent. Et là, on est vraiment dans la politique de communication des Ukrainiens, où ils démontrent à l'évidence à quel point ils font mal aux Russes. Merci, colonel. Parfait. Comme à chaque fois. Merci beaucoup. Général, vous êtes impressionné, vous aussi. Ah oui, voilà. Oui. Général, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, est-ce que vous êtes d'accord avec cette position qui est de dire que Poutine est d'autant plus redoutable qu'il est affaibli, d'autant plus dangereux, en tout cas, qu'il est affaibli? Et si oui, est-ce qu'il faut craindre vraiment des heures terribles? Alors, oui, ça va pas bien pour lui. Sérieusement pas bien. Malgré les efforts de Trump, qui fait tout ce qu'il peut pour l'aider, en étant élu, en bloquant le renforcement des Ukrainiens, en déclenchant une guerre qui consomme ses missiles ailleurs, en refusant de donner des missiles aux Ukrainiens, même s'il n'y avait pas eu la guerre en Iran, etc., etc. Donc, Trump a donné, de mon point de vue, 18 mois, 2 ans de survie, d'oxygène à Poutine. Mais la logique de la guerre va clairement pas dans son sens. Clairement pas. Et les Ukrainiens commencent à reprendre du terrain. Et l'armée russe a du mal à recruter. Et l'économie russe est au bord de l'effondrement, aidée par les Américains qui ont levé les sanctions sur leur pétrole. Il y a une information qui a retenu
Notre attention, c'est dans Le Monde, où on apprend que le FSB a renforcé sa mainmise. Le Monde écrit que les frappes russes massives sur Kiev dimanche l'ont confirmé. À Moscou, le clan des Faucons, celui des forces de sécurité, et qui veulent accélérer toujours plus l'offensive militaire, monte en puissance, avec de plus en plus influents au cœur du système, le fameux FSB, donc le service fédéral de sécurité. Poutine, sous l'influence du FSB et des Faucons, c'est oui le risque de la fuite en avant qui se confirmerait ? On est quand même face à un chef d'État qui, très clairement, est jusqu'au boutiste. Si on rajoute des faucons derrière lui ou autour de lui, on peut qu'imaginer que moi je pense à un animal blessé, même s'ils ont perdu, je crois, 400 km cette année, que les Ukrainiens ont gagné 400 km, on voit, ils consomment déjà beaucoup en ressources humaines, je crois que c'est 30 000 blessés et morts par mois, il faut les remplacer. On a vu le 9 mai qu'il n'y avait pas tout l'appareil militaire dans le défilé, donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe pas comme ils le souhaitent. S'ils perdent sur le front, il faut quand même aller jusqu'au bout dans leur logique. Donc il va falloir chercher ailleurs, à faire peur aux Européens notamment, entre autres, et à frapper Kiev par exemple. Alors peut-être signale que ça va pas très fort pour le dirigeant russe. Il y a cet appel, j'allais dire à l'aide, mais de milliardaires russes qui demandent à Poutine, qui demandent d'obtenir des armes lourdes, des systèmes de guerre électroniques, des réservistes militaires dédiés pour protéger des installations industrielles qui sont visées. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens, ils arrivent à toucher en profondeur la Russie, bien plus que par le passé. Voilà, qu'est-ce que ça nous dit de la situation, la difficulté russe aujourd'hui ? Le problème, c'est qu'en fait, ils sont débordés par cette capacité des Ukrainiens, en fait, à innover, à tirer de plus en plus loin, et avec des drones. Encore une fois, on parle même pas de missiles, on parle de drones, donc des petits engins quasiment indétectables, donc c'est extrêmement difficile. On voit bien que les Ukrainiens arrivaient à toucher sur la ligne de front et dans la profondeur. Le week-end dernier, ils ont tiré sur Moscou. Donc j'imagine, ça met, comme on dit, le feu aux poudres. Le vrai problème de Poutine, c'est que contrairement à Trump, il lâchera pas. Il sera dans une logique extrême. Donc qui va le ramener à la raison? C'est très difficile. Moi, j'ai travaillé dans le cadre de mes bouquins, j'ai travaillé sur la guerre en Tchétchénie. Ils ont rasé Grozny. La guerre de 2000, ça a été, ils ont détruit la ville, mais littéralement détruit la ville. Il n'y a plus un bâtiment debout. Et je pense que Poutine est capable de rejouer la séquence. Et est-ce qu'on l'empêchera ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que Trump aura la capacité à l'empêcher, d'autant qu'on voit que ces deux grandes puissances, elles sont embringuées dans une guerre avec des États qui étaient théoriquement plus faibles et plus petits, et ils s'en sortent pas, ni l'un ni l'autre. On voit bien que Trump, il s'en sort pas. On voit bien que Poutine ne s'en sort pas. Donc c'est une situation extrêmement compliquée. Et c'est vrai que là, c'est un peu, je dis pas la fin des superpuissances. En fait, c'est la fin de l'emploi des forces armées pour les superpuissances. Oui, Hélène. Non, et un mot, donc c'est vrai que là, en ce moment, on a le sentiment qu'à la fois dans le récit et même sur le terrain, l'Ukraine reprend la main et arrive à contenir les Russes, voire même à les repousser. Il faut quand même être prudent. On ne sait pas ce qui va se passer cet été, justement parce que Vladimir Poutine est déterminé et que on entendait des fuites, pareil, dans la presse américaine il y a quelque temps, qui nous disaient qu'il n'avait pas renoncé à une offensive pour essayer de conquérir le Donbass d'ici septembre. Et puis, autre point quand même de vigilance, c'est justement ces menaces sur Kiev notamment. Elles font peur. Volodymyr Zelensky a écrit, on vient de l'apprendre, c'est le Kyiv Independent qui publie ça, une lettre à Donald Trump pour lui dire attention, on manque de moyens pour arrêter les missiles russes, donc on manque de patriotes, etc. Et on est dépendant de nos alliés pour ça. Donc il y a une indépendance qui s'est construite pour aller frapper en territoire russe côté ukrainien, mais en revanche, ils sont encore très dépendants de nous pour se protéger. On voit des expressions assez fortes circuler dans la presse. On a vu le Parisien qui parle du grand coup de mou de Vladimir Poutine, mais je reviens sur un article qu'on a évoqué dès hier ensemble sur ce plateau. C'est le grand continent. L'article s'intitule « Le Kremlin se prépare à une défaite en Ukraine ». C'est plus fort que ça encore. Il relaie le travail d'un média russe qui a sorti un document élaboré par l'administration présidentielle en février, une sorte de PowerPoint très concret, avec une série d'arguments destinés à vendre comme une victoire, ce qui est en fait une défaite sur le terrain. Je vous vois réagir, Général Yakovlev. Oui, la défaite est en route pour Vladimir Poutine? Moi, je suis convaincu depuis le début qu'il a perdu la guerre et qu'il lui faudrait beaucoup de temps pour le comprendre. Ils sont en train de perdre la guerre. Maintenant, ils commencent à s'en rendre compte. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se mettre dans la gestion de la sortie de guerre. Poutine, son sort personnel, je pense, dépend de cette guerre. Il se dit que s'il arrête la guerre, lui,
lui, à titre personnel, il va perdre le pouvoir. Et vu comment ça s'est passé jusqu'à présent, quand il va perdre le pouvoir, ça va être compliqué pour lui. Hein, il va apprendre à sauter de la fenêtre du 8e étage, vous voyez. Donc, et le système, je pense que c'est le système qui veut se défendre, au sens où dans toute révolution, on a ça vient en 2 temps. Le premier temps, c'est les gens qui veulent sauver le système et qui se débarrassent de la tête symbolique du système. Et dans le deuxième temps, c'est le système qui est balayé. On l'a vu en Russie avec le tsar balayé au 2e tour, en France avec le roi. Au début, monarchie constitutionnelle, et après, on décapite. Là, je pense qu'on en est à la première phase. Ça va pas bien pour les Russes, ça va pas bien du tout. Ça va pas très bien pour les Ukrainiens non plus. Hein, faut pas. Mais la marée a tourné depuis 2 mois maintenant, et les signes qui au début étaient des tout petits signes, il y a un effet cumulatif. Et la marée a tourné. Et donc, vous l'avez compris, face à cette marée qui tourne, beaucoup s'inquiètent de voir un Poutine, du coup, acculé et d'autant plus dangereux, avec la volonté d'être dans cette fuite en avant. Et donc, cette fuite en avant peut-elle passer par nous ? Voilà, cette fois, c'est le Wall Street Journal qui nous donne des informations. L'Europe pense que Poutine étendra la guerre au-delà de l'Ukraine. La Russie a menacé, c'est très concret ces derniers jours, les pays baltes. C'est sérieux. Et puis ce n'est pas tout, puisqu'on parle d'États baltes, mais aussi des îles suédoises ou danoises, qui suscitent l'alerte des services de sécurité. Et c'est Hélène Bonnet qui va aller plus loin pour vous. Je vous attends au tableau. Prenez votre temps. Hein. Allez, Hélène, si les Européens ont peur d'une extension de la guerre, c'est parce qu'il y a eu, je le disais, une multiplication des alertes ces tout derniers jours. Oui, alors on vient de l'apercevoir derrière vous, un homme, c'est le ministre de la Défense de Lituanie. Il est aux côtés de tous ces gens qu'on voit là. Ce sont des parlementaires. Il se trouve dans un sous-sol bunkerisé en Lituanie. Pourquoi ? Parce que le 20 mai dernier, il y a eu une alerte aérienne qui a contraint la population, mais aussi tous les responsables, les principaux responsables du pays à descendre aux abris. Pourquoi ? Parce que des drones en provenance de Biélorussie et qui sont soupçonnés d'être des drones russes, se seraient approchés de l'espace aérien lituanien. Ces dernières semaines, on a vu donc que la Russie multipliait les menaces contre les États baltes. La Lettonie, notamment, la Russie accuse la Lettonie de servir de base arrière au lancement de drones ukrainiens, information qui a été démentie par les Lettons. Mais les services de renseignement russes ont laissé entendre qu'ils pourraient bombarder les centres de décision du pays en représailles. Et puis enfin, le ministère russe de la Défense a également publié les adresses d'entreprises qui collaboreraient avec l'Ukraine pour la production de drones dans 8 pays européens. Là encore, la Russie brandit la menace de représailles et d'une escalade brutale si l'aide militaire européenne à l'Ukraine ne cesse pas. Alors, quelles sont concrètement les craintes des Européens à partir de maintenant ? Quelles pourraient être les cibles de Vladimir Poutine ? Alors, le Wall Street Journal cite plusieurs responsables européens de la sécurité nationale qui craignent que ce soit donc les pays baltes qu'on voit sur cette carte qui soient ciblés, mais pas simplement. Il pourrait s'agir d'îles suédoises ou danoises, ou alors plus au nord, des territoires de l'OTAN dans la région arctique. On pourrait imaginer des opérations de déstabilisation qui mettraient à l'épreuve la solidité et la cohésion de l'Alliance atlantique. Et puis, le New York Times, cette fois, cite le renseignement britannique qui lui pointe un autre risque, c'est qu'il y ait une intensification des opérations hybrides contre l'Europe en ciblant des infrastructures critiques, des chaînes d'approvisionnement. Il y a d'ailleurs la patronne d'une de ces agences britanniques du renseignement qui parle même de lutte contre des sabotages ou des assassinats menés en Europe par la Russie. Et puis Hélène, la propagande russe, elle fait tout pour alimenter ces inquiétudes, ces craintes. Oui, alors là, on va voir cette vidéo, regardez, qui a été diffusée à la télévision d'État en Russie. Elle modélise en quelque sorte un tir de missile Oreshnik qui a été utilisé par la Russie le week-end dernier sur l'Ukraine. Mais cette fois, regardez cette carte, ce sont bien les capitales européennes qui sont dans le viseur de Moscou. Le message est clair, il faudrait à peine plus d'un quart d'heure pour que ces missiles atteignent Berlin, Paris, Londres ou encore Bruxelles. On a d'autres images aussi qui ont été diffusées. Ce sont ces tirs, cet essai d'un tir de missile Sarmat. Donc le Sarmat, c'est ce gros missile dont parle Vladimir Poutine qui fait plus de 30 mètres de long, qui pourra atteindre jusqu'à 35
1000 kilomètres selon le président russe. Eh bien, ce missile, il sert à menacer les Européens encore une fois. L'idée, c'est qu'il ne faut pas aller embêter la puissance nucléaire que la Russie. C'est un message qui s'adresse aux Européens. Attention quand même, on sait que ce missile, par le passé, le développement a connu des déboires. Puis il faut se rappeler que toutes ces images, c'est avant tout de la propagande pour faire peur aux Européens. Merci beaucoup Hélène Bonnet. Merci Audrey Chabat et Guillaume Deblé qui font chaque jour un travail vraiment formidable pour que tout ça arrive à l'antenne. Merci à eux. À quel point faut-il prendre ces menaces au sérieux nous concernant, nous, encore une fois en martelant qu'un Poutine acculé est potentiellement un Poutine plus dangereux? Alors, moi, l'argument qui me convainc le plus de la part d'Hélène, c'est la guerre hybride, la guerre informationnelle, la guerre psychologique, etc. Ça, les Russes, ils en font déjà beaucoup. Alors, je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire de plus, mais ils vont mettre la dose. Des frappes directes, j'y crois. À titre personnel, j'y crois pas. Mais comme je me suis souvent trompé dans ce que je prédis, il faut pas non plus, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'y crois pas. Je vois pas pourquoi il le ferait maintenant. Qu'est-ce que ça lui apporterait en dehors d'énerver, de terroriser tout le monde, en dehors peut-être de convaincre. Alors, une raison pour laquelle il pourrait le faire, ça serait de tester Trump. Je veux dire par là, je fais quelques frappes, j'attends le début du remballage des affaires par les Américains. Ils commencent à renvoyer leurs moyens en Amérique, qui sont en Allemagne, de frappes dans la profondeur. Et là, je fais quelques petites frappes, pas excessives, mais quand même assez symboliques, sur la Lettonie, par exemple. Et puis, je regarde ce que fait Trump. Voilà. Si Trump dit « Ah non, mais les brigades, on va les renvoyer, là. Tout le monde retourne en Europe tout de suite. Les bateaux font demi-tour, les avions font demi-tour, etc. » Poutine se dira Trump volera au secours de l'OTAN. Si jamais ça continue et Trump dit je suis occupé ailleurs et tout, voilà. Donc la seule raison que je verrais entre guillemets rationnelle, mais je pense pas à sa place, la seule raison rationnelle serait de tester Trump et de voir s'il met un terme à son redéploiement, au sens à son dégrafage de moyens en Europe. Ça serait pas maintenant parce qu'il faudrait quand même attendre que ça commence à bouger. Pour l'instant, c'est de l'annonce américaine. C'est quand le retrait serait effectif, serait vraiment en cours, que des missiles sol-sol de longue portée seraient dans des avions ou dans des bateaux direction l'Amérique, que la réaction de Trump serait parlante. Jusque-là, il n'y a pas de raison d'attaquer. Voilà, je dis ça comme ça. Elisabeth ? Alors, deux choses pour les pays baltes. Pourquoi la Lettonie, on parlait tout à l'heure. Ils sont avec le Royaume-Uni à la tête de la coalition des drones qui fournit et qui aide l'Ukraine avec les drones. Les Lettons n'ont pas d'armée de l'air significative, mais ils travaillent beaucoup sur cette question de drones. Il y a eu beaucoup, donc les sociétés dont vous parlez justement à l'écran avec Hélène, ces sociétés effectivement aident l'Ukraine avec les drones. Ils fabriquent parfois et ils exportent, notamment les drones FPV. Donc il y a d'abord ça. Il y a eu le brouillage de drones ukrainiens par les Russes qui sont tombés en Lettonie. Au-delà des frappes, on peut imaginer aussi une déstabilisation de ces gouvernements. Le gouvernement letton, alors d'abord le ministre de la Défense a été, a poussé à la démission, et puis tout le gouvernement en fait a démissionné en aidant donc un nouveau gouvernement qui doit se construire autour de cette question de comment se défendre et autour de ces ingérences russes. Donc c'est quand même dans les pays baltes une question qui peut déstabiliser. Il faut rappeler quand même qu'il y a des grandes populations russophones, donc il y a d'autres moyens que simplement des missiles pour déstabiliser ces pays, notamment en Estonie et en Lettonie. Oui. Il faut savoir que le problème est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, l'OTAN est malade. Il y a la réunion de l'OTAN du 7 et 8 juillet en Turquie. Il peut y avoir des décisions extrêmement importantes qui vont se prendre. Donc l'OTAN est malade. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, on considérait que l'article 5 pouvait s'appliquer. Alors à des nuances près, il existait. Si demain il est démonétisé parce que Trump décide qu'à partir de maintenant l'OTAN, ça va être un truc de potes, on va se voir une fois par an pour faire une partie de pêche puis boire des bières, ce qui est pas impensable non plus. C'est pas ce qu'il va dire. Je pense qu'il a des comptes à régler.
les Espagnols avec nous. Donc il va se passer des choses. Ça va pas être indifférent. Donc le problème est le suivant, c'est qu'encore une fois, la guerre c'est de la géographie. Et la géographie de Poutine, c'est quoi? Ce sont les pays baltes. Pourquoi? Parce que Poutine a accès à la mer Baltique par deux endroits, par Saint-Pétersbourg et par Kaliningrad. C'est tout. Tout le reste, la mer Baltique est une mer otanienne. Si vous êtes stratège, c'est ce qu'a fait Trump avec le Groenland. Ben vous penchez au-dessus de la carte et vous regardez votre carte. Il y a Donald Trump qui apparaît. C'est la réunion. Non, mais vous étiez. J'espère qu'il va écouter. Je reconnais. Mais c'est juste pour vous montrer l'image, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Elle est importante, cette réunion. C'est comme un conseil des ministres. Pour résumer la situation qui se tient autour de Donald Trump, elle devait se tenir à Camp David, ce qui aurait été un symbole extrêmement fort pour des raisons météo. Oui, c'est parfois pragmatique comme ça la vie. Ça a été relocalisé à la Maison Blanche. On suit avec beaucoup d'attention ce qui va se dire, parce que vous le savez, on est dans ces heures où entre accord et frappe, les choses peuvent basculer. Donc on va tendre l'oreille et on sera là s'il y a la moindre déclaration qui compte. Allez-y, colonel. Vous pouvez reprendre le fil de votre démonstration. Juste terminer ma phrase. En fait, le problème de la géographie commande. Donc, il va se pencher au-dessus de la mer Baltique, comme Trump a fait quand il a regardé le Groenland, le Canada et l'Alaska. Il s'est dit, je vais rétablir une cohérence géographique. Et il peut avoir cette idée-là, avec une faiblesse de l'OTAN, avec un Trump qui a plein de problèmes aujourd'hui en Iran, etc. Il va peut-être se dire, c'est le moment. Alors, sur cette faiblesse de l'OTAN et comment Donald Trump pourrait se positionner? C'est vrai l'OTAN, c'est votre sujet. Hein. Oui. Alors l'OTAN est très affaiblie. Est-ce que vous irez partir Est-ce que vous partirez à la pêche? Non, vous boiriez des bières? Non, mais il y avait un côté amical dans l'OTAN. C'était un club de potes. Alors ça, avec le retour de Trump, ça a explosé. En revanche, il a renforcé la solidarité entre tous les autres. Ça va quand même beaucoup mieux entre les autres. Et mais oui, l'OTAN est malade. De mon point de vue, il est temps de parler aux avocats, de peut-être préparer le divorce. Au minimum, parler aux avocats. Voilà, on en est là grâce à Trump et Poutine. Trump est le meilleur ami de Poutine. Voilà. Quand on lit que les États-Unis vont retirer 50% de leur capacité de frappe en profondeur déployée en Europe, des sources auprès du média, notamment TVP World, la présence des troupes américaines en Europe est-elle menacée? Et si oui, avec quelles conséquences? Alors, elle est diminuée, forcément. Alors, il faut savoir qu'elle avait augmenté récemment. Donc, à la limite, revenir à là où ils en étaient il y a 5 ans, c'est pas bien, c'est pas le signal à envoyer aujourd'hui, mais il y a plus grave. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que ça, pour les pays dits de la ligne de front, les pays baltes, la Pologne en particulier, pour eux, c'est très déstabilisant parce que eux, ils comptent sur l'Amérique. Mais pour l'instant, on parle pas d'un dégrafage des moyens américains à l'avant. Donc, à voir. Ils retirent des moyens. Bon, c'est pas un bon signal. C'est pas le moment. Moi, 5000 hommes quand même. Hein. Oui, non, mais alors ça, acté, oui, mais non, parce que en fait, il y a aussi un réaménagement, je sais pas si on le dit, vers des pays. Alors, il risque d'avoir des punitions vers certains pays, mais aider certains pays comme la Pologne. Quand il y avait une rotation qui était censée partir, que Hegseth a dit non, c'est Trump qui a appelé Hegseth en disant mais les Polonais sont nos amis, vous les envoyez en fait. Les pays baltes, les Polonais qui sont considérés comme des bonnes élèves, à la différence de l'Espagne notamment, pourraient peut-être ne pas se retrouver autant punis que d'autres pays, notamment l'Allemagne, notamment l'Espagne, même si on est tous d'accord que c'est pas dans l'intérêt des intérêts stratégiques américains. Moi, je rejoins le général Yakovlev. Je pense qu'on va plutôt, dans la réalité, revenir à ce qui était avant 2022 et pas forcément retirer totalement. Parce qu'il y a beaucoup en interne, beaucoup qui disent il faut faire très attention. C'est quand même aux États-Unis. Dans l'intérêt américain à long terme. Le compte est bon, il ne faut pas exagérer, parce que l'Europe est tout à fait tranquille derrière sous le parapluie américain. Maintenant, on pleurniche parce qu'on n'a pas investi. C'est terminé cette affaire-là. Il faut que les Européens réalisent que les Américains ont changé, on a changé de monde. Il faut que les Européens prennent leur défense en compte. On le voit avec l'augmentation des budgets. On passe les Allemands de 1,4% du PIB à 5%. Et quel est le problème de tout ça? C'est que ça va créer, malheureusement, il faut créer un pilier européen de défense, bien évidemment, une forme d'alliance militaire. Le problème, ça va exacerber
exacerber les tensions entre les pays qui ont des envies de leadership. Je prends les Allemands qui ont annoncé ouvertement qu'ils auraient l'armée conventionnelle la plus importante d'Europe. Les Polonais ont le même genre d'intention. Donc on voit qu'il y a malheureusement, si vous voulez, cette désagrégation de l'OTAN va provoquer par la force des choses, d'abord un appauvrissement des Européens qui vont être obligés d'aller cracher au bassinet pour avoir de l'armement, entre autres de l'armement de longue portée. Et puis le deuxième point, ça va exacerber les tensions entre les alliés européens. Allez-y, et puis après on va à la Maison-Blanche. Pour les Allemands, le plus et le moins. Le plus, c'est qu'ils veulent devenir la première armée d'Europe, ce qui, à titre personnel, me rassure. Quand j'étais lieutenant, ils étaient la première armée d'Europe et je trouvais ça très bien. Donc moi, je suis pour. Et le moins, c'est que c'est pour 2039. On a le temps de voir revenir quand même. Ils y sont pas encore. Et donc on retrouve Sonia Dridi depuis la Maison Blanche. Ça y est, on le voit, image en direct. Elle a commencé cette réunion autour du président américain. Alors Sonia, quand je parle de Conseil des ministres à l'américaine, est-ce que je suis loin du compte? Mais surtout, qui est là et pour quels enjeux, surtout concernant l'Iran? Alors, il y a tous les membres du gouvernement qui sont présents autour de Donald Trump. Vous le voyez sur l'image, notamment le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, qu'on a vu arriver il y a plus d'1 heure, et le secrétaire d'État, Marco Rubio. Ce qui est intéressant, justement, c'est qu'on a vu ces membres du cabinet arriver il y a plus d'1 heure. Et il est très probable que Donald Trump ait débuté cette réunion à huis clos avant d'inviter les journalistes et sûrement pour discuter en privé du dossier iranien et de faire passer des messages aux membres de son gouvernement et également peut-être tenter de resserrer les rangs alors qu'il y a de plus en plus de critiques qui émanent du camp républicain sur un possible accord qui renforcerait l'Iran. Désormais, les journalistes ont été invités donc dans cette salle cette salle de cabinet qui se trouve dans l'aile ouest de la Maison Blanche que vous pouvez voir derrière moi. Elle est adjacente au bureau ovale et donc il devrait y avoir beaucoup de questions sur l'Iran dans les prochaines minutes. Merci beaucoup Sonia Dridi depuis la Maison Blanche. Effectivement, pour le moment, on n'écoute pas. En fait, en régie, on écoute, mais on ne diffuse pas parce que ça concerne la politique intérieure américaine. Et nous, effectivement, on guette les propos sur l'Iran. Encore une fois, on est sur un moment, voilà, où les choses peuvent basculer. Il y a une accélération des déclarations sur un potentiel accord. La Maison Blanche a dû même démentir ces informations. Et donc, c'est encore une fois ces heures de vérité entre accord et frappe qui sont en train de se jouer. Allez-y, Elisabeth. Alors d'abord, oui, c'est un conseil de ministres. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on a tout le monde. On n'est pas sur un conseil de défense, on est vraiment sur un conseil de ministres avec, comme disait Sonia, Tulsi Gabbard, qui est quand même ministre démissionnaire, avec beaucoup de questions autour de l'économie. On attend des mots sur l'Iran, mais l'économie américaine, l'inflation va pas très bien. On est à plus de $6 le gallon en Californie, plus de 4 dans beaucoup d'autres États. L'essence coûte très cher, la vie coûte très cher. Et on vient d'avoir des primaires dans les élections de mi-mandat qui vont arriver au mois de novembre. Donc le président, au-delà de l'Iran, est coincé avec beaucoup d'enjeux en interne qui lui mettent beaucoup la pression et mettent beaucoup la pression sur le Parti républicain à la veille de ces élections. La question, elle est pardon, un peu caricaturale, mais générale. Selon vous, le président américain, il doit choisir l'accord ou les frappes en l'état actuel? Ce sketch est allé trop loin, faut qu'il arrête. Voilà. Et les frappes, il peut frapper plus. Personne ne doute de sa capacité à frapper. En revanche, personne ne croit en sa capacité à frapper utilement. Ça marchera pas. Donc les frappes, c'est pas le succès, c'est pas la solution. Il faut qu'il s'en sorte. Il faut qu'il accepte qu'il a perdu. Alors ça va être dur pour Trump. Mais pour l'instant, c'est une guerre qui continue. Enfin, c'est une situation qui continue uniquement parce qu'il ne veut pas regarder la réalité en face. L'Iran est devenu le scotch du capitaine Haddock, là, le truc, le sparadrap du capitaine Haddock. Il ne sait pas s'en sortir. Mais il faut arrêter par quoi? Par des frappes ou par un accord? C'est forcément par un accord. Même au rabais? Même au rabais. Et les Iraniens vont être féroces. Il parle de l'Iran. Le président américain, on l'écoute. Il faudrait bien finir cette affaire. Et puis encore une fois, la marine, l'armée de l'air, ils n'en ont plus. Donc ils négocient sur la base de rien. Bon, s'il le faut, on y retournera. Vous pouvez parler à Steve Witkoff et à Jared qui font un très beau boulot. Et vraiment, on voit bien qu'ils veulent trouver un accord, mais
Ils n'y sont pas encore, ne serait-ce que parce que leur économie se fait matraquer, l'inflation est à 250%, leur monnaie ne vaut rien, l'économie s'effondre, le système économique est complètement brisé. Ils pensaient qu'ils seraient plus malins que moi. Mais non, moi, les élections de mi-mandat m'inquiètent pas du tout. Regardez ce qui s'est passé hier. Les gens savent et comprennent parfaitement que l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires et que je travaille pour le bien du monde entier. Et on a eu un vrai soutien, dont on n'a pas besoin d'ailleurs, mais d'un grand nombre de pays. C'est toujours pareil, on nous soutient quand on n'en a pas besoin. Mais bon, avec Epic Fury, on s'assurera que le plus grand promoteur du terrorisme étatique ne soit pas doté de l'arme nucléaire. Et sous l'autorité du vice-président, la Task Force sur la lutte contre la fraude travaille mieux qu'à n'importe quel nom. On dirait Elliot Ness, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Mais voilà, ils sont tous là derrière lui. Enfin voilà. On dirait un film. Tiens d'ailleurs, je financerai le film après. Et il redécouvre des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Et s'il continue comme ça, eh bien le budget sera à l'équilibre sans qu'on ait grand-chose à faire. On parle là de tous ces voleurs, de ces escrocs qui nous plument. Il y avait une personne qui avait récupéré plusieurs centaines de millions de dollars pour... parce qu'il s'était occupé d'un vieux monsieur. Bon, un vrai voleur. Les Somaliens au Minnesota, enfin, c'est... Voilà. Ilan Omar, un vrai escroc. Et on l'a rattrapé. Voilà, il sort du dossier iranien, Donald Trump, et donc il s'est exprimé. Il faudra bien finir par un accord, a dit le président américain, mais s'il le faut, on y retournera. Lui, il est persuadé, encore une fois, que les Iraniens veulent un accord, qu'ils n'auront pas d'autre choix, parce qu'ils seraient à terre économiquement. Il parle de l'inflation. Mais sur ce point, vous sembliez plutôt d'accord, le général Yakovlev? Ah oui, je suis convaincu que les Iraniens veulent un accord et qu'ils ont beaucoup souffert et qu'ils souffrent beaucoup. Les Iraniens, ils veulent s'en sortir, mais ils sentent l'occasion d'humilier Trump et de lui faire payer cette guerre qu'il leur a imposée. Et donc, ils sont prêts à souffrir encore pour se venger, et c'est une forme de dissuasion. Plus personne viendra nous casser les pieds après. Donc pour moi, les Iraniens, ils sont pas prêts de craquer, quoi qu'ils en disent. Mais ils souffrent beaucoup, sûrement. Oui, mais le régime fait peut-être peu de cas de sa population et de sa souffrance. Et oui, et là. Il y a un rapport au temps peut-être un peu différent pour cette raison-là. Mais il dit donc, s'il le faut, on y retournera. Des mots en l'air ? Non, parce qu'en fait, il a l'outil pour ça. Moi, je crois simplement qu'il n'y aura rien. Il y aura ni accord, ni opération. Il va y avoir des opérations perlées qui vont durer un certain temps. Parce que je pense qu'encore une fois, la seule carte maîtresse qu'ont aujourd'hui les Américains, il en a deux. Il a un, les avoirs qui sont aujourd'hui bloqués, 200 milliards. Ça, je peux vous dire que les Iraniens courent derrière. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est le blocus qui fonctionne. Donc, encore une fois, il a aucun intérêt, lui, de son côté, à relâcher la pression. Donc, en fait, il faut qu'il fasse durer. Le problème, c'est le prix du pétrole. Si par hasard, il faut trouver une solution pour que le prix du pétrole baisse. Sinon, je vous promets qu'il n'y aura pas d'accord. Vous verrez qu'on sera là encore dans 15 jours, 3 semaines. Alors, il y aura des mémorandums, ça va circuler, etc. Mais comme je vais vous le dire tout à l'heure, les Qataris pensent qu'ils ont discuté avec Khalibaf hier et avant-hier. Il y a une grosse délégation qui a été au Qatar. Et l'impression générale des Qataris, donc les Iraniens l'ont communiqué avec eux, c'est qu'ils veulent un accord, mais ils ne pensaient pas que cet accord serait dans le court terme et que cet accord pourrait arriver éventuellement vers la fin de l'année. Donc là, on est parti pour une longue période. Et là, je suis pas sûr que les Américains n'ont pas intérêt à ça, justement. En fait, c'est un peu le choix de Netanyahou. On fait la guerre, mais au plus bas niveau possible. Alors évidemment, vu les pertes que ça représente, mais en même temps, il fait la guerre malgré le cessez-le-feu, je vous rappelle. Donc on est dans une logique, je dirais, de plus bas niveau qui, en fait, moi je pense que ça peut durer. Donc on verra ce que vous savez. On sera démenti par les faits dans 3 jours, peut-être. Là, on sera là pour en parler ensemble. Et voilà, on sera sûrement là. Donc c'est ça le problème. Hélène. Non, moi, ce qui me frappe, c'est pour
regardé longuement beaucoup de cabinets de meetings, enfin des réunions de cabinet comme ça, c'est que je les trouve quand même assez sombres. C'est-à-dire que Donald Trump, quand il est à l'aise sur un sujet, il développe, et souvent dans ces formats-là, il a le temps, c'est lui qui choisit le chrono. Donc, et là, sur l'Iran, il a fait quand même très court. On a toujours les mêmes arguments qui reviennent. L'Iran a été détruit, est en mauvaise posture, etc. S'il faut y retourner, on y retournera. C'est presque un service minimum avec les éléments de langage qu'on connaît déjà, à l'issue d'une réunion visiblement à huis clos, et c'est tout ce qu'il a pour l'instant à dire à son opinion publique. On sent quand même qu'il tourne un petit peu à vide, et la phrase qu'on retient, oui, c'est qu'il faudra finir par faire un accord. Mais vu la tête de du secrétaire d'État et du secrétaire à la guerre qui se trouve à côté de lui, on a le sentiment que ils ont pris conscience quand même des difficultés qu'ils avaient et qu'ils n'allaient pas forcément sortir la main c'est l'introduction, ça. Alors souvent, oui, voilà, il y a l'introduction, il parle, Donald Trump distribue la parole, mais il y a aussi les moments où il prend les questions des journalistes. Donc c'est lui le chef d'orchestre en quelque sorte. C'est pour ça que ça dure assez longtemps, et c'est aussi un exercice de flatterie de la part de tous ceux qui sont autour de lui. Mais je trouve que l'ambiance, pour en avoir vu d'autres, est pas tout à fait enthousiaste. Après, il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans une situation room, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans une réunion où on décide de plan d'attaque, etc. Non, c'est une opération de communication. C'est une opération de communication, et il aurait pu cranter un peu plus fort, y aller quelques degrés un peu plus mais fort. Il n'a pas annoncé, et souvent c'est pas forcément le cas, mais des fois on surveille ces petites phrases, il y a des évolutions, etc. Là vraiment il y a rien de neuf presque, et il est dans l'exercice d'essayer de convaincre son opinion publique. Mais celle qui me percute le plus moi dans ces phrases, c'est s'il le faut, on y retournera. Il faut toujours en permanence maintenir ce niveau de menace, d'ambiguïté surtout sur ce qui pourrait se passer. C'est ce qu'il dit depuis des jours maintenant sur ces questions. Et encore, on n'a pas l'impression que les Iraniens le croient en réalité. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Juste une toute petite chose. J'ai beaucoup regardé aussi des cabinets. Je suis entièrement d'accord avec Hélène. On a l'impression quand même qu'ils tirent un peu la gueule les deux secrétaires. Général Yakovlev, avantage Iran ? Pour l'instant, l'Iran a l'avantage. L'Iran, de mon point de vue, a gagné la guerre. Il faut que Trump s'en rende compte et qu'il négocie au plus... Voilà, mais ça va être très douloureux. Parce que sinon, si ça dure, il a un vrai problème vis-à-vis de son électorat. Il a, quoi qu'il en dise, il s'en fout des midterms. Ouais, on verra après. C'est le temps... Les Iraniens, sont convaincus que... Le régime iranien, sont convaincus que le temps travaille pour eux. Donc ils attendent que Trump comprenne. Et vous pensez qu'ils vont devoir attendre longtemps ? Trump, s'il y a un gars qui est incapable de comprendre, c'est Trump, c'est ça le problème. Voilà. Mais un jour peut-être. Avantage Iran ? Je crois pas. Je pense qu'il y a balle au centre. Aujourd'hui, on est dans une phase d'observation. En fait, on se retrouve dans la situation hantée. C'est ça qui est incroyable. Vous le disiez fort justement tout à l'heure. En fait, au niveau armement, au niveau armée, au niveau munitions, ils sont au point de départ. Et les Américains aussi, puisqu'ils ont complété tout leur système. Alors évidemment, il y a des anicroches, il y a des blessures. Mais ceci étant dit, je pense qu'on est au point de départ. Le problème, c'est qu'à peur démarrer. En fait, Trump a que deux seules cartes. Un, il a le blocus. Et deux, il a les avoirs iraniens. C'est la seule possibilité qu'il ait de lâcher. Et moi, je pense que les Iraniens peuvent lâcher sur le nucléaire uniquement grâce aux avoirs. Ils peuvent lâcher en partie un moratoire, etc. C'est la seule possibilité. Et ça se décide pas en 3 jours. Les Iraniens, sur le nucléaire, ils mettent des années avant de négocier. Et je reviens sur mon idée initiale. Il y aura une négociation qui va se mettre en route. Et je pense intimement que c'est même pas Trump qui verra la fin de la négociation. Même question, Elisabeth. Moi, je suis plutôt d'accord avec le colonel. Je pense que c'est un peu balle au centre. Moi, je pense que ça va prendre du temps. La question de l'argent est centrale. On en parle beaucoup aux États-Unis. Ce que les Iraniens dont ils recherchent, c'est cet argent. Et ça va prendre du temps, que ça soit les avoirs gelés ou d'autres avoirs. Mais c'est ça qui va, je pense, pouvoir permettre peut-être un jour un accord. Et on n'y est pas encore. Dans l'état du rapport de force, Hélène Bonnet ? Pour l'instant, le rapport de force, il est plutôt favorable à l'Iran parce qu'ils ont réussi à résister. Ils ont aussi le sentiment de toute puissance. C'est son cas ce qui dégage. Et Donald Trump a des contraintes. Donc c'est dans cette phase, en tout cas pour l'instant, avantage plutôt Iran. Alors à quoi peuvent ressembler maintenant les prochaines heures ?
Oui, je sais, je vous pose des cols. Des questions. Alors, moi, ça va être intéressant de savoir ce qui ressort réellement de cette réunion, parce qu'on est quand même au début, ça il faut le dire, non seulement sur l'Iran, mais sur ces questions économiques aussi, parce que c'est lié, et c'est lié à la fois en interne, mais aussi par rapport au marché, et on sait que Trump aime bien faire des petits signaux au marché, ça va être très important par la suite, et puis on va voir, on a vu beaucoup de démentis ces derniers jours et ces dernières heures, est-ce qu'on va avoir enfin quelque chose qui sort à la fois de chez les Iraniens et de chez les Américains, qui est à peu près au même niveau de discours. Moi, je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps que quelques heures pour arriver à quelque chose, même si c'est un pré-accord, quelque chose d'écrit des deux côtés. Nous sommes en direct de la Maison-Blanche à nouveau pour retrouver Sonia Dridi. Merci beaucoup d'être avec nous, Sonia. Alors voilà, on les a entendus, ces mots de Donald Trump lors de ce Conseil des ministres version Maison-Blanche. Est-ce que vous pouvez, pour nos téléspectateurs, rappeler l'essentiel de ce qu'il faut comprendre, de ce qui s'écrit ? Oui, Donald Trump, entouré des membres de son gouvernement, a assuré que c'était l'Iran qui voulait absolument faire un accord. Il a dit que pour l'instant, les États-Unis n'étaient pas satisfaits, mais qu'ils allaient l'être à un moment. Il a également répété que la Navy et les Air Force iraniennes étaient décimées. Il a également lancé qu'à un moment, les États-Unis allaient peut-être devoir y retourner, je cite, c'est-à-dire reprendre les hostilités. Donald Trump qui continue de maintenir la pression sur la République islamique, alors qu'on le sent de plus en plus lassé par cette guerre, frustré, même déstabilisé par les méthodes de négociation des Iraniens. Un Donald Trump qui est aussi de plus en plus mal à l'aise, on a l'impression, par rapport aux critiques qui émanent même de son propre camp sur un possible accord qui pourrait être trop favorable à l'Iran et renforcer la République islamique. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on a vu les ministres arriver il y a plus d'une heure ici à la Maison-Blanche et ensuite les journalistes ont été appelés il y a peu à entrer dans cette salle de cabinet et donc c'est possible qu'il ait débuté cette réunion à huis clos pour faire passer des messages sur l'Iran et discuter avec ses ministres et puis peut-être tenter aussi de faire passer le message qu'il faut resserrer les rangs alors qu'il y a de plus en plus de critiques au sein du camp républicain. Et puis évidemment, l'économie a été abordée alors qu'on s'approche des élections de mi-mandat, que les électeurs s'inquiètent de plus en plus, notamment du prix de l'essence qui a fortement augmenté depuis le début de cette guerre. Alors on devrait avoir d'autres déclarations de Donald Trump sur l'Iran puisque bientôt les journalistes vont pouvoir poser des questions et il y a eu beaucoup de confusion ces derniers jours avec un président qui au départ ce week-end a dit qu'un accord avait été largement négocié avec l'Iran, puis il a lancé il y aura soit un accord excellent et significatif, soit pas d'accord. Cette réunion qui est donc toujours en cours dans la salle de cabinet qui se trouve dans l'aile ouest de la Maison-Blanche que vous pouvez voir derrière moi, qui est adjacente au bureau ovale et qui pourrait donc emmener encore plus de déclarations de Donald Trump. Je vous rappelle que cette réunion au départ devait se dérouler à Camp David dans le Maryland et que finalement il y a eu lieu ici à la Maison-Blanche.